Qu'est-ce qu'on fout paumé au fin fond du Missouri, là? Oh, James, le pneu est complètement éclaté, il va falloir le changer. Fais chier. On n'a plus le pneu en réserve, mais Johnny est parti en chercher un à la ville et il reviendra ce soir. En attendant, vous pouvez rester là et écouter le banjo si le cœur vous en dit. Putain, manquait plus que ça. Ouais, tu sais jouer du banjo, petit? Attends, on va jouer un morceau ensemble. 3, 4. Ah, je vous l'avais dit, ici on est vraiment chez les rednecks, hein. Tiens, regarde le con là-bas. Voilà. Incroyable, vous voulez qu'on vous en joue un autre? On forme vraiment un super duo. Non, j'en ai rien à foutre. On répare le pneu et on va à Silver Dollar City. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour parler de Silver Dollar City et le moins que je puisse dire c'est que je suis très heureux de pouvoir vous parler de ce parc. Vous rendre à Silver Dollar City ne sera pas une mince affaire et vous fera presque assurément faire un sacrifice sur une journée de votre voyage, ne serait-ce que pour y aller ou pour en revenir tant c'est loin de tout. Ou alors, pour ne pas perdre cette journée, vous ferez le sacrifice de votre sommeil et c'est la solution que nous avons choisie. Car il faut savoir que ce parc est situé dans le trou du cul du monde, vraiment ancré dans le fin fond du Missouri et que pour y aller on a fait 5 heures de route en partant de Six Flags Saint-Louis la veille au soir, et que le lendemain, le parc qu'on devait visiter, à savoir Kentucky Kingdom, est situé quant à lui à 8 heures de route de Silver Dollar City. Du coup, je vous laisse faire le calcul, ça fait pas beaucoup de dodo et ça fait beaucoup de bagnoles, mais ça vaut très clairement le coup. Situé près de Branson, ville donc paumée au milieu de rien, qui est vraiment un temple érigé pour le dieu du n'importe quoi, la qualité de Silver Dollar City dénote très clairement avec sa ville voisine, qui est une espèce de Las Vegas cheap, dans laquelle se produisent de vieux sosies d'Elvis, des artistes de 12e zone, ou dans laquelle se tiennent des spectacles ringardissimes à s'en taper la tête dans le mur, avec qui plus est une quantité astronomique d'attrape-touristes au mètre carré. Silver Dollar City, c'est au contraire de tout ça, un lieu très authentique, un lieu tenu par le bon goût et à la finesse d'exécution remarquable. Bref, c'est un peu tout l'inverse de ce qu'est Branson, quoi. Après, à Branson, les chasseurs de crédit trouveront quand même des plus sains de type Alpine pour ce qu'il y a de plus qualitatif, ou des spinning SBF pour ce qu'il y a de plus merdique. Silver Dollar City est donc détenu par un groupe qui s'appelle Herschen Family Entertainment, un groupe dans lequel nous avons totalement confiance en ses murs, car en plus de détenir Silver Dollar City, il possède également Dollywood, qui est une destination de choix, et depuis plus récemment, eh bien Kentucky Kingdom dans le Kentucky, ainsi que Wild Adventures en Géorgie. Et quand je dis Géorgie, je parle de l'État américain, hein, pas du pays de l'ex-URSS, allez pas me vexer les Américains. Sachez donc que les 2 prochaines vidéos seront consacrées à des parcs du groupe Herschen, et je pense donc que la trilogie Herschen, en incluant la vidéo consacrée à Silver Dollar City, vous permettra de comprendre pourquoi j'ai plus confiance en ce groupe qu'en un groupe comme Six Flags. Allez, je ne vous retiens pas plus longtemps avec ce briefing et je vous laisse immédiatement vous immerger dans ce parc fascinant qu'est Silver Dollar City avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. 14e jour de notre trip américain et aujourd'hui, c'est non sans une certaine excitation que nous nous rendons dans un parc largement précédé par son excellente réputation, à savoir Silver Dollar City. Un parc paumé au milieu de rien, paumé dans le fin fond du monde et un parc aussi formidable que difficile d'accès. Et dès l'arrivée sur le parking, nous voyons déjà poindre devant nous une
une partie des réjouissances auxquelles nous allons avoir droit durant cette journée. Et c'est bien simple, des réjouissances, c'est à peu près tout ce qui va composer notre visite de ce parc totalement hors norme. Silver Dollar City dépasse la simple fonction de parc d'attractions et redéfinit le concept de parc à thème, ne faisant pas seulement de son ossature un conglomérat de quartiers qui en définirait la marque, mais laissant à découvrir un village aussi organique que vraisemblable, dans lequel vous ne trouverez absolument aucune mascotte, mais bel et bien des villageois qui semblent vivre dans ces lieux à l'année. Nous sommes alors à la fin du 19e siècle, plus précisément en 1882, et l'ensemble du parc forme en fait ce village typique du Midwest, un village vivant et authentique dans lequel se côtoient habitants et artisans tels que des forgerons, des potiers, des maréchaux ferrants, des pâtissiers, des couteliers, mêlant aux traditionnelles boutiques de merchandising ces échoppes dans lesquelles vous pourrez regarder les artisans travailler et vous procurer par la suite le fruit de leur labeur. Avant même d'avoir pu prendre place dans la moindre attraction, nous sommes déjà conquis par l'atmosphère qui se dégage du parc, qui nous accueille non pas au son de musique dans des haut-parleurs, mais avec de la musique produite en live par des groupes dont les notes résonnent un peu partout dans les allées. Aujourd'hui, il fait à peu près aussi chaud que la veille à Six Flags Saint-Louis, donc la température dépasse gentiment les 40 degrés, mais le ressenti est bien moindre grâce à la présence de cette nature luxuriante qui rafraîchit clairement nos pérégrinations et qui permet d'adoucir la sensation de chaleur qui peut être difficilement supportable lorsque le mercure décide de s'envoler par-delà les limites du raisonnable. Et du fait de tous ces arbres, chaque attraction est largement camouflée par la végétation. Et plus encore, le parc est construit sur une crête en haut d'une colline, la majorité des gros rides étant situés sur les bords de la dite colline, s'enfonçant donc dans la vallée et restant difficilement visible depuis les allées du parc. Pas de métal intrusif, pas de bout de rail qui dépasse, tout est fait pour que la quiétude de ce village authentique ne soit pas troublée. Par contre, je vous préviens, prévoyez de bonnes chaussures, étant donné que le parc est construit sur un terrain escarpé qui va bien vous faire travailler les mollets. Ça monte, ça descend, il y a pas mal de cul-de-sac à droite et à gauche qui vous feront rebrousser chemin, et je peux vous dire que vos 10 000 pas par jour seront très largement dépassés. Allez, pas le temps de niaiser, même si le parc est si croquignolet qu'on en deviendrait très facilement bien niais, alors attaquons-nous immédiatement à la première montagne russe du jour, à savoir Whitefire, un sitting coaster BM ouvert en 2001. Il s'agit d'un des nombreux coasters de Silver Dollar City à profiter brillamment du terrain, offrant à la bécane des points de vue complètement dingues aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du train, et permettant vraiment de se rendre compte que ce parc est au milieu de rien. Ici, il s'agit de la vue que vous trouverez à la sortie de l'attraction, sur la plateforme d'observation se trouvant au pied du lift du coaster. Avouez que c'est quand même un peu plus sympa que les centrales nucléaires visibles depuis les cimes de Movie Park Germany. Whitefire est un coaster qui nous fait part d'un inventeur ayant conçu un carburant capable de propulser n'importe quel véhicule à grande vitesse, le coaster donnant à voir une très jolie file d'attente, ainsi qu'une gare de très bon goût qui colle parfaitement à la thématique générale du parc. Vous noterez ici un aspect rouillé des rails, ainsi que des trains aux finitions cuivrées qui offrent un excellent résultat, encore une fois tout à fait raccord à la thématique de l'attraction. Concernant ces trains, ils disposent d'assises surélevées, faisant que beaucoup de visiteurs ne toucheront pas le plancher lorsqu'ils seront installés dans les sièges baquets, et permettant ainsi de renforcer la sensation de liberté offerte par le ride, finalement à mi-chemin entre le floorless et le sit-down. Le ride en lui-même, parlons-en. Whitefire est un coaster de 936 mètres de long, 36 mètres de hauteur, mais proposant une première descente s'élevant à 47 mètres car s'enfonçant dans la vallée et atteignant la vitesse de 106 km/h. Et Whitefire ne vaut pas le coup uniquement pour les sensations qu'il saura vous procurer, mais également pour le point de vue que le coaster offre au sommet de son lift. Un point de vue à couper le souffle sur les monts Ozark qui enserrent Silver Dollar City et qui ajoute à l'émerveillement prodigué par cette machine. Parce que, non contente de nous offrir ce point de vue incroyable, la première descente qui suit offrira au rider un airtime aussi surprenant qu'agréable, qu'on ne s'attendait pas du tout à retrouver ici. Nous partirons ensuite à l'assaut d'un très bel Himmelman qui saura être à la fois intense à son entame et planant à son sommet, avant que nous nous attaquions à un superbe loop dont on a tout à fait le temps de profiter et qui offre un très joli moment de flottement. Nous partirons ensuite nous confronter à un très gros Cobra Roll intense tout ce qu'il faut, tout en restant d'une douceur irréprochable, ne délivrant pas le moindre taquet dans ses transitions. Un virage plus loin, nous en arriverons sur un Zero G-Roll calculé à la perfection qui nous fait profiter d'un beau moment d'apesanteur, avant qu'une demi-hélice ascendante ne nous ramène sur les freins finaux. Alors certes, Whitefire peut paraître court, mais malgré ça, chaque élément de son parcours s'exprime à la perfection, et tout forme un ensemble parfait, comme une harmonie dans laquelle chaque note trouverait sa place pour que notre oreille puisse jouir de sa mélodie. L'équilibre ici est absolument admirable. Whitefire épouse merveilleusement le terrain accidenté sur lequel il est construit, et c'est un coaster d'une fluidité absolument exemplaire, qui propose aussi bien de l'airtime que des moments de légèreté et des moments de puissance. Le tout sur un parcours somme toute très classique, mais réalisé avec une telle précision qu'on en redemande encore et encore. On pourrait considérer
considérer que Wildfire est au coaster ce que la montre est à la Suisse, et ça tombe bien étant donné que Wildfire est de conception suisse. Wildfire est un looper très simple, mais c'est aussi un des meilleurs BM que j'ai fait de ma vie. Première attraction, premier chef-d'œuvre, et peu importe la place que nous occupons dans le train, chaque tour est un véritable moment de bonheur. À ça, on peut dire que cette visite de Silver Dollar City commence bien. Avant de sortir du périmètre de l'attraction, nous en passons par l'inévitable boutique du coaster, qui est évidemment elle aussi décorée et qui donne à voir une jolie machine volante trônant fièrement au-dessus de nos têtes. Et nous tombons ensuite nez à nez avec cet étrange moyen de transport fluvial pour lequel on se demande ce que ça donnerait si lui aussi était alimenté par le carburant pétaradant de son voisin Wildfire. Poursuivons donc notre périple à travers Silver Dollar City en direction de la prochaine attraction que nous aurons à découvrir. Et profitons de l'atmosphère très agréable de ce parc en se disant que c'est quand même con qu'il soit si paumé, parce qu'à 165 $ le pass annuel, j'aime autant vous dire que j'en aurais probablement pris un si je vivais à proximité du site. Mais bon, étant donné que je vis précisément à 7420 km de Silver Dollar City, bah je vais passer mon tour malheureusement. Allez, passons-en maintenant à Powder Keg, un launch coaster SNS ouvert en 2005, qui est un coaster pour lequel l'historique mériterait une vidéo à lui seul. Car c'est bien la version actuelle de Powder Keg qui a ouvert en 2005, le coaster ayant été repris par SNS après avoir été initialement fermé en 2003. Il s'agissait à l'origine d'un liquid coaster conçu par Premier Rides, qui était en fait leur version du water coaster. Cette montagne russe s'appelait alors Buzzsaw Falls et elle a dû fermer pour de nombreux problèmes liés à sa maintenance. De fait, il n'existe plus du tout de liquid coaster en fonctionnement à l'heure actuelle, étant donné que le deuxième et dernier encore en fonctionnement, qui s'appelait Von Caputus, était présent à Linnanmäki en Finlande et a fermé en 2017. D'ailleurs, fier de son héritage, Powder Keg conserve le lift de Buzzsaw Falls ainsi que le virage qui lui précède, et laisse à découvrir des références à son grand frère, notamment cet ancien train de Buzzsaw Falls encastré dans la toiture de la file, ou cet ancien rail qui semble avoir été lui aussi projeté dans le toit comme soufflé par une explosion. Et ça tombe bien car c'est exactement la thématique de l'attraction. Powder Keg fait référence aux mineurs qui travaillaient dans la véritable mine située sous le parc, à savoir la Marvel Cave dont nous parlerons plus tard dans cet épisode. Des tonnes de poudre à canon et de nitroglycérine ont alors été extraites de la mine et placées dans des barils avant d'être entreposées près de la gare du coaster. Problème, c'est que le train à bord duquel vous vous trouvez va percuter l'un de ces barils, déclenchant ainsi une explosion dont le souffle va vous envoyer valdinguer à travers la vallée. Mais que nous propose donc Powder Keg? Eh bien déjà, il s'agit d'un coaster de 1068 mètres de long, 30 mètres de hauteur pour une descente max de 33 mètres et atteignant la vitesse de 103 km/h. Petite particularité, le coaster propose un launch et un lift, et si le launch nous balance à 85 km/h en 2,8 secondes, ce qui en fait quand même un launch avec une sacrée patate, ce n'est pas pour autant que c'est lui qui nous fera atteindre la vitesse maximale de ce coaster. Embarquons donc dans ces trains qui proposent les mêmes lap bars que sur les L-Loco type Timber Drop, sans néanmoins que nous ne soyons retenus par les épaules. Lorsque le train est dispatché, celui-ci va se positionner sur un transfert track ascensionnel qui nous basculera vers la zone de launch qui se fait sur un autre plan que le track de la gare, étant donné qu'il n'y a pas d'anti-rollback sur la rampe de lancement. Ainsi, si vous n'atteignez pas la vitesse nécessaire pour franchir le camelback succédant à la propulsion, vous repartirez en arrière et serez ralenti par ce rail vertical qui ne sert pas uniquement d'élément de thématisation, mais qui a véritablement une fonction utile et sécuritaire dans le fonctionnement du coaster. Lorsque le train se positionne sur la zone de launch, nous découvrons très amusés que la séquence de propulsion donne lieu à de nombreuses interactions et animations avec le bâtiment de Powder Keg. L'explosion propulsant le train faisant notamment claquer les volets, faisant tournoyer des barils ou faisant s'échapper des flammes des conduits des cheminées positionnés sur le toit de la gare. Tout est très vivant, tout est très organique, foisonnant, et on découvre systématiquement de nouveaux éléments de mise en scène que nous n'avions pas décelés lors des précédentes séquences de lancement, rendant le tout absolument passionnant à regarder. Et d'ailleurs, le tout ne se contente pas que d'éléments visuels, mais on profite également d'éléments sonores très travaillés qui n'en rendent le périmètre de cette attraction que plus animé. À l'intérieur du coaster, pas le temps de s'attarder sur quoi que ce soit, le Grand 8 va vous mettre un bon coup de pied au cul grâce à son launch pneumatique qui s'avère bien plus puissant qu'on ne pouvait le penser, mettant d'ailleurs à l'amende bon nombre de coasters plus massifs disposant d'une propulsion à LSM. À l'issue de ce launch, nous trouverons une très belle bosse bien fournie en jet négatif avant que nous ne plongions dans la vallée pour sillonner à travers les arbres à toute vitesse, pour enchaîner des bosses avec de bonnes doses d'airtime et des courbes avec des jets positifs bien marqués pour varier les plaisirs. Le parcours sait se montrer tantôt surprenant, tantôt aérien, tantôt proche du sol, avec toujours une proximité grisante des arbres à se demander si on ne va pas finir par en percuter un. Si certaines transitions sont parfois un peu rudes, l'ensemble est suffisamment amusant et généreux en termes de sensations pour qu'on s'accommode très rapidement des quelques légers problèmes de confort. À la suite de cette première partie, nous arriverons sur un lift qui nous mènera vers la dernière portion du circuit. Au sommet de celui-ci, nous nous engagerons sur une très
très belle descente bien inclinée qui nous amènera sur une espèce d'hélix entamée par un Stengel Dive avant que nous ne débarquions sur les freins finaux. Pas de zone de splash sur cet ancien water coaster donc, mais une expérience globale rafraîchissante de par son originalité, faisant de ce coaster considéré comme familial une très belle machine non dépourvue de sensations qu'on aimerait pouvoir retrouver beaucoup plus souvent. C'est un coaster qui a beaucoup de patates, beaucoup de pêche et qui s'avère 1000 fois plus original que des machines familiales ronflantes de type Water Coaster Mac. Et quand un parc prend les devants et se lance dans du prototypage, parfois ça passe, parfois ça casse. Or là, ils ont réussi à rebondir sur l'échec de Buzzsaw Falls en ne choisissant pas la solution de facilité, mais en faisant appel à SNS pour délivrer une attraction très différente du modèle original, et grand bien leur en a pris car en plus d'être une attraction inédite, Powder Keg est une attraction absolument excellente, dont les seuls défauts peuvent se trouver du côté des transitions parfois une chouille brusque ou dans sa seconde partie qu'on trouve somme toute un peu courte. Mais c'est plutôt très bon signe quand on se dit qu'on aurait aimé que ça dure plus longtemps, et qu'à cela ne tienne, y a qu'à regrimper sur la bête pour en prolonger le plaisir, et je peux vous dire qu'on ne s'en sera pas privé. Passons-en dès maintenant à une sommité locale et à une attraction que j'étais très curieux de pouvoir essayer. Ici, pas de launch surpuissant, pas de descente abrupte ni d'inversion désorientante, mais une attraction faite maison qui a pour particularité de combiner plusieurs types d'attractions pour concevoir une expérience fort surprenante. Fire in the Hole, c'est le nom de ce bazar, et cette attraction ouverte en 1972 est à la fois un dark ride, un coaster et un flume ride. Eh oui, rien que ça. L'idée ici, c'est qu'il vous faudra venir à bout d'un incendie déclenché par une horde de malandrins appelés les Baldnoppers, qui tenteront de réduire le village en cendres afin d'y chasser les villageois et de pouvoir mettre la main sur la Marvel Cave pour en prendre possession et en extraire les richesses. Ni une ni deux, vous enfilerez vos casques de pompiers sans peur et sans reproche et grimperez à bord de vos véhicules surannés pour aller combattre les flammes et vous débarrasser de ces fourbes pyromanes semant la terreur dans le village. Fire in the Hole est donc un dark ride s'étendant sur 463 mètres et prenant intégralement place dans un bâtiment. Le tracé vous fera alors suivre une ascension alimentée électriquement, ascension au cours de laquelle vous croiserez des scènes très fournies en décoration avec des animatroniques, des cascades, des jeux de lumière chiadés et bien gérés permettant de camoufler les drops avant qu'elles ne vous surprennent, une ambiance sonore très bien réalisée, le tout narrant le combat des pompiers pour venir à bout de l'incendie, ainsi que la chasse aux voyous responsables de tout ce bordel. L'attraction se ponctue par une suite de 3 drops entre lesquels vous trouverez de nouvelles scènes, pour finir par feindre une collision avec un train avant que vous ne chutiez vers une splash zone aussi amusante qu'inattendue. Le tout donnant alors une nouvelle dimension à ce dark ride slash coaster qui devient également un flume ride ou un water coaster, les deux définitions pouvant s'appliquer ici. Et c'est fou de se dire qu'en 1972, les concepteurs de Fire in the Hole ont déjà eu l'idée de réaliser une attraction comme celle-là, qui combine au narratif des éléments sensoriels mêlant à la fois du coaster et de la portion aquatique. C'est une attraction disposant d'un charme fou, qui est un véritable témoin de son époque, mais qui est aussi tout à fait avant-gardiste. Et si on peut se dire que les scènes font un peu vieillottes, elles sont en fait une photographie de leur temps, et sont malgré tout extrêmement bien entretenues. Et de plus, tous les effets d'explosion, les effets de cascade et les effets lumineux fonctionnaient parfaitement, nous permettant de profiter à 100% d'une attraction qu'on aurait pu imaginer être désuète, mais qui est en fait un vrai morceau d'histoire que l'on savoure pleinement. Et à Silver Dollar City, il n'y a pas que les attractions que l'on savoure pleinement, mais aussi notre pause déj qui va nous changer du sacro-saint burger. Et là, je peux vous dire qu'on se sera régalé. J'aurais opté pour ma part pour une excellente poêlée composée de saucisses, de pommes de terre, de poivrons et d'oignons, une assiette très généreuse qui donne la sensation d'en avoir pour 2 repas. Et avec la boisson, ce n'était que $12, ce qui était tout à fait raisonnable. Et puis alors, je ne vous parle même pas du cadre dans lequel nous avons mangé, parce que là, je peux vous dire que ça va remettre en perspective pas mal de chouettes endroits dans lesquels j'ai pu profiter de mes pauses déj dans des parcs d'attractions. À savoir qu'ici, nous étions installés sur une terrasse qui donnait directement sur ce point d'eau dans lequel se déverse cette superbe cascade tout droit sortie d'un film d'aventure. Dans ce parc, on se dit que tout est prétexte à se prendre une claque, aussi bien en raidant les attractions qu'il propose qu'en s'asseyant à une terrasse pour profiter de sa pause déj. Allez, on a la panse bien remplie, nous allons donc pouvoir continuer à découvrir ce que Silver Dollar City a à nous proposer. Et ce qui est sûr, c'est qu'on est loin d'imaginer à quel point on va être conquis. Au détour d'une allée, nous tomberons directement sur ce superbe Splash Battle Mac ouvert en 2010 et nommé Tom & Huck's River Blast. Les plus à l'affût d'entre vous auront donc compris que le tout s'inspire du célèbre Tom Sawyer. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Et ce
qui est génial avec les attractions de ce type, c'est lorsqu'elles permettent une interaction non pas seulement entre les gens présents à bord des bateaux, mais aussi avec toute personne s'approchant de la zone. De fait, si vous manquez de vigilance, vous risquerez de vous faire arroser par les visiteurs bien sournois qui ne manqueront pas de profiter de votre inattention. Si néanmoins vous vous trouvez être d'humeur belliqueuse, vous pourrez très bien engager de vous-même des attaques contre les riders de ce Splash Battle, qui vous le rendront bien en vous attaquant eux aussi, histoire de vous rendre la monnaie de votre pièce. C'est très fun, c'est très beau, c'est très bien réalisé, très bien intégré, et le concept de Splash Battle a totalement été compris ici par les créateurs de l'attraction. Ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas avec ce type de ride où on limite parfois les interactions qui font pourtant toute la sève de ces attractions. Tiens d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre votre tête à travers l'un de ces trous, il est possible que vous y trouviez une petite surprise. Je dis ça, je dis rien, je veux pas pousser au vice, hein. Nous serons ensuite allés nous attaquer à Giant Barn Swing, un Screaming Swing SNS ouvert en 2007 qui est vraiment un flat ride pour lequel j'ai un affect particulier, qui procure d'excellentes sensations entre puissance et souplesse, faisant que chaque tour est un vrai moment de bonheur. Avant d'en arriver à un autre gros morceau de cette journée, à savoir Outlaw Run, le tout premier coaster 100% conçu par RMC. Outlaw Run est un coaster qui a ouvert en 2013 et qui est venu foutre un énorme coup de pied dans la fourmilière Grand Mystique et dans la manière qu'on a pu avoir de penser la conception des coasters. Plus spécifiquement, Outlaw Run est venu mettre un coup de défibrillateur dans le monde des wooden coasters qui avait quelque peu tendance à se reposer sur ses lauriers. Après l'échec cuisant du Son of Beast de Kings Island qui comportait notamment un looping, personne ne s'était réessayé à un wooden proposant des inversions. C'était sans compter sur RMC qui, après avoir surpris le monde entier avec son retract de Texas Giant, est venu envoyer un high kick à tous les constructeurs de la planète en livrant à Outlaw Run. Ici, vous partirez avec le shérif de Silver Dollar City à la poursuite de hors-la-loi qui, malgré toutes leurs tentatives, n'échapperont pas à votre dextérité et à votre parfaite maîtrise du cheval et du lasso. Une storyline qui nous permettra de pouvoir admirer une très jolie gare, à nouveau faite avec un goût certain, comme c'est systématiquement le cas dans ce parc. Le bureau du shérif est très fourni en détails et en éléments de décor, permettant d'en cerner la personnalité méticuleuse et à la précision implacable. L'heure, c'est l'heure, et son territoire, c'est son territoire. On atteste toutes ces horloges ainsi que cette carte retraçant le périmètre du Missouri et du comté de Silver Dollar City, qui est la juridiction qui nous intéresse ici. Voyons maintenant ce que le récipiendaire des Golden Ticket Awards dans la catégorie meilleure nouvelle attraction pour 2013 a à nous proposer. Et ce qui est sûr, c'est que je suis excité comme une puce à l'idée de le découvrir. Outlaw Run est un coaster très particulier, dans le sens où il fait 895 mètres de longueur, qu'il atteint la vitesse de 109 km/h, mais surtout parce que son lift grimpe à 32 mètres de hauteur, mais que sa première descente s'élève quant à elle à 49 mètres. Il y a donc 17 mètres d'écart entre le sommet du lift et la hauteur réelle de la première descente qui s'engouffre dans un ravin. Eh oui, on peut croire que le lift est petit, mais la drop est en réalité beaucoup plus profonde. Et je peux vous dire qu'au sommet de la bestiole, ça surprend, d'autant plus qu'une petite bosse bien vislarde très propice au décollage de fesses se situe au sommet de ce lift, juste avant qu'on ne dévale la first drop inclinée à 81 degrés. Le coaster est quasi intégralement invisible depuis les allées du parc, si ce n'est donc le lift et sa toute dernière inversion débouchant sur les freins finaux. Pour le reste, impossible de savoir ce qu'il en est, donc pour lever le mystère, va falloir grimper dessus. Au sommet du lift donc, on en arrive sur cette petite bosse bien vicieuse qui va vous faire décoller du popotin avant que vous ne vous fassiez aspirer dans cette superbe première descente aussi inclinée que chargée en jet négatif. Ensuite, comme tous les coasters de Silver Dollar City, le layout d'Outlaw Run va parfaitement épouser le terrain, un layout très surprenant dans tout ce qu'il propose, c'est-à-dire aussi complexe que difficilement anticipable. Vous ne savez jamais où vous allez aller, ni ce qu'il va se passer, et tout s'enchaîne à une telle vitesse que vous aurez bien du mal à dompter ce parcours qui s'avère extrêmement généreux en jet négatif et latéraux. Chacun des éléments du coaster est parfaitement calculé pour en tirer les meilleures sensations, combinant parfois différentes forces pour décupler le plaisir procuré par les figures qu'on vient à négocier. Si le coaster a un peu vieilli par rapport à des créations RMC plus modernes, il n'en reste pas moins une formidable machine qu'on aura pris un plaisir fou à rider et qui s'avère être le coaster le plus costaud du parc. Outlaw Run, c'est un RMC pur jus, dans le sens où le coaster a un côté très bestial. Quand vous montez sur un RMC, c'est un rodéo constant. Les éléments s'enchaînent à une vitesse frénétique et vous allez clairement prendre votre dose de sensations. Alors certes, côté confort, les topper tracks vieillissent moins bien que les high box et il y a un à-coup pas forcément très agréable dans le creux de la première drop. Mais les arguments en la faveur de ce coaster sont suffisamment nombreux pour que le plaisir de ride reste très élevé et qu'à peine descendu du train, on ait envie de remonter dessus. Bref, Outlaw Run, c'est oui, oui et re-oui. En sortant de ce coaster, nous n'aurons pas pu passer à côté de la tentation de rentrer dans la fameuse boutique de couteaux de Silver Dollar City, une véritable institution locale qui nous a été vivement recommandée par les employés du parc qui nous ont sommé d'aller voir de quoi il en retournait. Ah bah ça, pour être une boutique de couteaux,
c'est une boutique de couteaux, et c'est d'ailleurs le genre de couteau pour aller défendre la démocratie américaine, hein, c'est pas pour aller aux champignons ce bordel. Mais comme a priori je vais pas aller m'attaquer à un grizzly à l'arme blanche, je suis pas sûr de m'en procurer un tout de suite. D'ailleurs, je sais pas trop comment je justifierais un tel attirail dans ma valise à l'aéroport. Je pense que le lieutenant Bernard, douanier de père en fils, me regarderait un peu de travers. Pas de couteau pour nous donc, et pas de tower Egan non plus, un type d'attraction qu'on est amusé de trouver ici, car plus habituellement présent dans les petits parcs allemands. Mais nous serons bel et bien allés tirer sur les pieds des vaches, histoire d'arroser Emmerich et de faire du fromage pour montrer aux Américains que les poisses, c'est quand même plus savoureux que leur cheddar industriel. Et puis tiens, d'ailleurs, étant donné qu'on l'entend résonner dans tout le parc, saviez-vous que Silver Dollar City dispose également d'un petit train faisant le tour du parc? Enfin, quand je dis petit train, tout est relatif, hein, étant donné que ce train panoramique ouvert en 1968 est un véritable train à vapeur parfaitement fonctionnel, doté d'un sifflet retentissant dans la vallée à réveiller les morts. On ne s'y sera pas aventuré, étant donné que le tour dure une trentaine de minutes et qu'il n'y a apparemment pas grand chose à voir, si ce n'est un petit show un peu miteux à mi-parcours. Mais on aura pu constater que la machine est magnifique et tout à fait authentique, comme ça peut d'ailleurs être le cas à Dollywood. Continuons maintenant notre visite de Silver Dollar City, parce que quelque chose me dit que nous n'allons pas tarder à avoir l'insigne honneur de rencontrer une nouvelle attraction de très grande qualité que le parc a à nous proposer. Ah bah oui, effectivement, car ces magnifiques engrenages marquent l'entrée d'une attraction qui me fait saliver depuis que le premier footer a été posé, pour laquelle j'ai bouffé de nombreux trip reports et de nombreuses vidéos on-ride. Il s'agit effectivement de l'entrée de Time Traveler, le tout premier Extreme Spinning Coaster conçu par MacRides en 2018. Donc oui, il s'agit bel et bien du grand frère de Ride to Happiness situé à Plopsaland de Panne, et c'est une bonne nouvelle parce que par ici, on est plutôt très friand de Ride to Happiness. Time Traveler, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un ride qui nous fait part de Charles Henry, un inventeur ayant tout juste hérité de l'entreprise familiale s'afférant dans l'horlogerie. Inspiré par l'inénarrable Jules Verne dont il dévore les récits, Charles Henry se lancera dans la conception d'une machine capable de nous faire voyager dans le temps, conformément à l'expression qu'il emploiera pour la présenter au grand public, à savoir rêvez grand, faites-le bien. Cette machine permettra de remonter dans le temps pour donner la chance à l'humanité de rectifier le tir quant à des mauvaises décisions qu'elle aurait pu prendre par le passé et de s'assurer de fait un avenir plus radieux. Une invention dédiée à un rêve humaniste et altruiste qui profitera à la communauté afin de n'en tirer que le meilleur. Comme beaucoup d'attractions du parc, Time Traveler est très difficile à contempler depuis les allées. Et pour pouvoir le voir tourner, le mieux est ici de s'engager dans la file qui permet de voir la bestiole fonctionner à travers les vitres de la gare. On y comprend alors que le ride est construit en contrebas de la vallée et que la gare est surélevée de 30 mètres par rapport à l'ensemble du layout, nous offrant donc une incroyable première descente à la verticale culminant à 27 mètres de hauteur, placée directement en sortie de gare, ce qui s'avère être là l'une des meilleures mises en jambe jamais conçues sur un grand 8. Si l'esthétique de la file évoque aussi grandement la machine à voyager dans le temps de H.G. Wells, le tout fourmille de détails à droite à gauche, avec toutes ces horloges qui donnent un charme fou à l'ensemble et ces engrenages qui habillent la gare de la meilleure des façons pour ajouter au côté vivant et organique du tout. Une philosophie qui est une véritable marque de fabrique de Silver Dollar City et qui permettent indéniablement d'ajouter de la profondeur à l'ensemble. Aussi, un vrai travail sonore est effectué pour épaissir l'atmosphère de la file et chaque dispatch est accompagné d'un tintement de cloche qui évoque une horloge déclenchant son mécanisme lorsqu'une heure est révolue, métaphorisant ainsi l'envoi des passagers à travers le temps. Les trains sont également magnifiques et si Plopsaland ne s'est pas fait chier en reprenant le design, ils ont été initialement conçus pour Silver Dollar City, avec qui plus est ces séquenceurs temporels situés devant les riders pour un effet des meilleurs. Allez, il est temps de laisser partir nos deux comparses qui ont rendez-vous avec l'histoire et qui ont décidé de suivre la lumière au bout du tunnel, et on les comprend tant on a hâte de pouvoir faire pareil. Ah ça, pour une entrée en matière, c'est une entrée en matière, et c'est vraiment du grand art. Time Traveler est donc un coaster long de 920 mètres, culminant à 30 mètres, mais disposant d'une première drop de 27 mètres, le tout atteignant la vitesse de 81 km/h. Comme je vous le disais, le coaster s'ouvre sur un des meilleurs éléments pouvant initier le parcours d'un grand 8, c'est-à-dire par cette drop de 27 mètres inclinée à 90 degrés, située directement en sortie de gare, qui est aussi impressionnante que jouissive, et qui agit sur nous comme un véritable saut dans le vide. Ajoutez à cela que les nacelles entament leur rotation avant même d'être sorties de la gare, faisant que vous pouvez vous prendre cette drop dans toutes les positions possibles, que ce soit en marche avant, en marche arrière, sur le côté ou de biais, tout ça pour un effet des meilleurs. Et je peux vous dire que lorsque vous la prenez de dos et qu'il y a encore une nacelle derrière vous, la sensation de chute et son éjector mêlée à l'impression que la nacelle qui vous succède est en train de vous tomber sur le coin de la gueule est absolument incroyable. Si on peut se dire sur le papier que la majorité des inversions sont ici de grands classiques qu'on a déjà vus partout, le fait qu'on soit sur un spinning coaster redéfinit totalement l'intérêt de toutes ces figures, faisant d'ailleurs qu'elles seront différentes à chaque tour et qui renouvellera totalement leur intérêt pour diversifier les sensations qu'on pourra
pourra y ressentir. Comparativement à un looper BM, ce dive loop n'est pas pris à grande vitesse, mais c'est justement une excellente chose étant donné que les nacelles vont vous permettre de le négocier dans n'importe quel sens, ce qui en délivrera une saveur inégalable, la faible vitesse permettant d'ailleurs de bien ressentir l'élément et d'en profiter pleinement. Après une petite série de virages, nous reprendrons le même schéma que pour Ride to Happiness, avec ici une première séquence de launch arrêtée qui laissera ensuite place à une seconde séquence de launch en mouvement faisant office de boost afin de redonner de la vitesse au train et lui permettre de compléter le parcours. Au bout de cette première rampe, nous négocierons un horseshoe avant de partir sur un élément particulièrement excellent, à savoir ce grand loop de 29 mètres de hauteur qui, pris indépendamment, est juste un loop tout ce qu'il y a de plus traditionnel, mais qui mis dans le contexte d'un spinning devient absolument jouissif. Voir l'horizon basculer à l'envers alors que vous êtes en train de tourner sur vous-même, je peux vous dire que ça fait vraiment un drôle d'effet. D'autant plus que ce loop est traversé suffisamment lentement pour qu'on puisse profiter de tout ça sans pour autant retomber dans le harnais comme un gros caca. On s'en ira ensuite prendre un excellent GF turn qui nous fait bien décoller du siège avant d'en arriver à un superbe zero G-roll d'autant plus incroyable lorsqu'on le prend sur le côté et qu'on bascule vers l'arrière. Vient alors la seconde rampe de launch qui nous remet un bon coup de jus et qui permet d'ajouter au dynamisme de l'ensemble, avant que nous nous engagions sur un énorme simili horseshoe qui nous permettra de revenir sur les freins finaux. Eh ben, mes gaillards, c'est une montagne russe absolument magnifique que ce Time Traveler. Elle n'a rien à voir avec Ride to Happiness, dans le sens où elle est beaucoup plus planante et aérienne, et qu'on y prend plus le temps de savourer chacun de ses éléments. Je trouve également que Time Traveler se hisse au-dessus grâce à la variété de ses sensations. On peut profiter de tout ce qui se passe sans qu'on ne soit bousculé par la frénésie de la machine, et on a le temps de voir et de ressentir chacun des éléments du ride. Un ride qui est d'ailleurs long et généreux, et qui se fait et se refait sans déplaisir, sans lassitude, sur lequel on a immédiatement envie de remonter à peine descendu du train. D'ailleurs, si on a parfois l'impression que son cousin de Plopsaland a échappé à Mac, ici au contraire on est tout en maîtrise. Time Traveler combine tout à la fois ambiance, atmosphère, storyline et sensations. Des sensations qui ne sont pas agressives mais qui en sont tout aussi agréables tout en étant différentes, qui changent vraiment de la philosophie moderne des coasters où tout doit s'enchaîner de façon extrêmement vive et frénétique sans laisser aux visiteurs le temps de comprendre ce qui se passe. Time Traveler se réinvente à chaque tour et se redécouvre chaque fois qu'on pose nos fesses dessus grâce à la rotation des nacelles qui permet de vivre différemment chacun des éléments selon le sens dans lequel ils seront pris, avec qui plus est du hang time, de l'éjector et du floating, des sensations qu'on recherche sur des grands 8 dignes de ce nom et qu'on retrouve ici, le tout avec une fluidité absolument exemplaire. Bref, Time Traveler, c'est à mon sens le meilleur coaster jamais conçu par Mac, et c'est un véritable chef-d'œuvre qui vient s'ajouter à la liste déjà très longue des chefs-d'œuvre de Silver Dollar City. Et vous savez quelle est la grande force de Silver Dollar City, c'est de ne jamais laisser pour compte aucun de ses visiteurs, quelle que soit sa tranche d'âge, et de toujours chiader le moindre de ses investissements et le moindre de ses quartiers, en mettant sur un même plan d'égalité le soin apporté à des machines comme Time Traveler ou Wildfire, ainsi que des quartiers quasi intégralement composés d'attractions pour les gosses. C'est ici le cas du quartier Grand Exposition, qui comporte son lot d'attractions Zamperla pour les mioches, et pour lequel le parc a décidé de tout habiller convenablement pour que ça ne dénote pas avec le reste du parc. Et que ce soit au niveau de la végétation ou des éléments thématiques, tout est au poil de cul, tout est entretenu. Il y a un vrai boulot effectué quant à l'ambiance, et tout est par conséquent agréable à l'œil et à l'oreille. Mais ce qui nous aura amené dans ce quartier, c'est pas forcément ces chaises volantes sur lesquelles on ne sera pas allé poser nos fesses, mais c'est évidemment un crédit, certes un peu moins bandant que ce que nous avons fait précédemment. Le crédit en question, c'est Grand Exposition Coaster, un Gravity 80 STD Zamperla, un modèle qu'on avait déjà croisé quelques jours plus tôt à Holiday World. Et autant le coaster en lui-même est totalement inintéressant car à destination des jeunes bambins, autant celui-ci est très joliment intégré, comme d'habitude à Silver Dollar City. Et surtout, aussi étonnant que ça puisse paraître, il ne tape pas autant que ses congénères. Pourtant, c'est le même parcours, c'est les mêmes trains et c'est les mêmes rails, mais je sais pas, faut croire qu'il y a une aura particulière dans ce parc et qu'un microclimat permet même d'adoucir les habituelles brusqueries du constructeur italien. Mais enfin, du coup, on ne va pas s'en plaindre, bien au contraire, et pour couronner le tout, ça fait plus sain. Allez, il est grand temps d'en passer à une autre attraction que j'étais vraiment curieux de pouvoir essayer, à savoir Mystic River Falls, un raft ride signé Ride Engineer Switzerland, ouvert en 2020. Il s'agit aussi de la plus longue file d'attente de cette journée, car si les rides tournaient tous autour d'un temps d'attente compris entre 0 et 5 minutes, la file de Mystic River Falls culminait à 50 minutes, la forte chaleur aidant clairement et le fun procuré par cette attraction formidable aidant tout autant. Mais ne vous en faites pas, vous en aurez pour votre argent, étant donné que le tour dure environ 8 minutes et que l'attraction se placera clairement parmi les meilleurs water rides que vous ferez de votre vie. Mystic River Falls remplace en fait l'ancien raft du parc, à savoir Lost River of the Ozarks, pour en faire une expérience bigger
and better. Nous prenons donc place dans des bouées de 8 passagers et nous nous apprêtons à partir à la découverte de ce qu'il y a au-delà du monde connu, au-delà de ce qui est tracé sur les cartes. Mais pour découvrir ces recoins inexplorés, il faudra se laisser dériver à travers les rapides de la fameuse Mystic River qui déboucheront sur une chute après laquelle nul ne sait encore ce qui se trouve. L'attraction commence de façon tout à fait classique pour un raft ride, c'est-à-dire qu'elle nous envoie naviguer sur un canal pour dévaler des rapides. Là où ça devient très intéressant, c'est dans le fait que le canal soit hyper accidenté, alambiqué et très bien intégré, faisant qu'il est très difficile d'anticiper quoi que ce soit, et que chaque angle mort réservera son lot de surprises et de vagues vicieuses. Le canal propose de vraies ruptures de rythme, faisant accélérer la bouée avant de l'amener se confronter à de grosses vagues, faisant littéralement s'enfoncer la bouée dans des remous, rendant le tout extrêmement dynamique. Je n'avais pas retrouvé un tel niveau de vice et de n'importe quoi depuis Popeye à Islands of Adventure, et ici tout le monde finira par en prendre pour son grade. Et si votre camarade se moque de vous parce que vous venez de vous ramasser quelques hectolitres de flotte sur le coin de la gueule, vous pouvez être sûr que vous finirez par être vengé à un moment ou à un autre. Le canal est très long, suffisamment bien conçu pour que chaque mètre parcouru dessus nous laisse sur nos gardes et pour que la jauge du fun fasse exploser les compteurs. Lorsqu'on est à bord, on rit des autres bouées se trouvant en contrebas que la dénivelée du canal nous permet d'observer, tout en sachant que quelques instants plus tard, nous serons nous-mêmes confrontés aux cascades qui n'auront eu aucunement pitié des riders précédents. Sur cette simple première partie, c'est déjà impossible de sortir sec, et si l'attraction ne proposait rien d'autre que ça, on serait déjà sur un raft ride de qualité exemplaire qui se hisserait instantanément parmi les meilleurs rides de sa catégorie. Mais ce qui suit le propulse immédiatement à la première place des water rides que j'ai fait à ce jour. En effet, non content d'avoir descendu ce canal déjà très tumultueux, la bouée s'en va emprunter ce très grand ascenseur pour accéder à un toboggan culminant à 20 mètres de hauteur. C'est alors que la bouée est libérée de sa plateforme et commence à s'engager sur le slide, une partie extrêmement amusante et impressionnante qui nous mènera droit vers une drop de 14 mètres de hauteur au cours de laquelle la bouée dégringolera en prenant une superbe vitesse. Chose d'autant plus marquante lorsqu'on se retrouve dans une embarcation de ce type et que le sentiment de vulnérabilité s'en voit donc décuplé. Au pied de cette drop, la bouée glissera le long de la rampe pour replonger dans le canal, créant ainsi une énorme vague qui viendra s'abattre sur les occupants de l'embarcation dans un fou rire général. Un élément qui, combiné au reste, permettra à Mystic River Falls de devenir mon water ride préféré. Et pourtant, pour détrôner le formidable Popeye d'Islands of Adventure, fallait envoyer la dose. Pas la dose, Mystic River Falls l'envoie clairement, et je comprends parfaitement pourquoi le temps d'attente pour la bestiole culminait à 50 minutes. C'est vraiment 3 milliards de fois plus fun que n'importe quel water coaster. C'est une attraction familiale de top niveau, une expérience aussi longue que réjouissante, qui vous fera taper des barres à n'en plus finir et au cours de laquelle chaque tour sera différent. C'est si long que vous découvrirez de nouvelles choses à chaque fois, que vous vous ferez avoir par de nouveaux pièges, par de nouvelles vagues, et chaque fois vous serez cueilli par le grand n'importe quoi qu'est Mystic River Falls. C'est le genre d'attraction qu'on voudrait vraiment pouvoir retrouver en Europe, une attraction qui propose tout le meilleur d'un raft ride traditionnel, tout le meilleur d'un raft fort généreux en humidité et tout le meilleur d'un water slide ayant la volonté de vous surprendre et de vous marquer au fer rouge. Si en plus de tout ça on rajoute le fait que la déco soit superbe, comme absolument partout à Silver Dollar City, je ne sais pas quoi vous dire à part que je suis conquis à 4000%. Alors clairement, quel que soit le temps d'attente, ne passez pas à côté de Mystic River Falls, qui est un véritable monument de fun. Car chaque minute attendue vaudra le coup, et je suis sûr que vous m'en direz des nouvelles. Puis tiens, vu la chaleur du jour, faudra vraiment m'expliquer pourquoi des gens paient pour pouvoir se faire sécher en cabine, étant donné que quelques minutes au soleil suffiront à obtenir le même résultat sans avoir à dépenser un seul dollar. Après avoir observé ce fascinant petit lézard qui ne se demandait pas s'il fallait dépenser des dollars afin de se sécher le cuir, nous serons allés nous attaquer à une autre attraction aquatique proposée par Silver Dollar City, à savoir son Flume Ride conçu par Bar Engineering et ouvert en 1981, nommé American Plunge. Au programme ici, une course à bord de bûches ou de barils, au cours de laquelle vous devrez descendre la rivière au plus vite. Vous et votre bande de casse-cou décidant de gagner du temps et de prendre un raccourci en vous lançant directement à l'assaut de la chute d'eau périlleuse qui devrait néanmoins vous permettre de gagner ladite course. Si toutefois vous ressortez de cette chute en un seul morceau. L'attraction en elle-même n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à faire dans le parc et ne comporte qu'une seule descente malgré tout bien humide. Mais quand on a Mystic River Falls à côté, on se dit qu'il n'y a pas besoin de s'attarder là-dessus. On l'aura fait, mais c'est juste histoire de dire on l'a fait quoi. Eh ben vous savez quoi, il ne nous reste plus qu'un crédit à faire à Silver Dollar City, et d'ailleurs ce ne sera pas le petit Zamper là que nous aurons gardé pour la fin. On essaiera donc de ne pas faire de gestes obscènes dans les attractions, histoire de ne pas se faire dégager du parc comme des malpropres avant d'avoir crédité la dernière montagne russe. Mais avant de découvrir tout ça, allons donc voir ce que ça donne du côté de Fireman's Landing, un autre quartier
quartier qui comporte quelques très belles installations destinées aux gamins. Parce que quand j'entends des gens dire concernant certains parcs que c'est pas grave que ce soit pas soigné, les enfants sont contents et c'est l'essentiel, je me dis que je suis bien satisfait qu'on ne pense pas en ces termes à Silver Dollar City et qu'on propose des installations chiadées même pour les plus petits. Car entre Grand Exposition et cette salle dans laquelle les gamins viendront se défier à coups de canon à balles en mousse, je pense que je préfère ça à des attractions italiennes dégueulasses et criardes posées aléatoirement sur des mauvaises herbes. Allez, chose promise, chose due, passons-en immédiatement au dernier crédit de cette journée et là on pourra dire que je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Il s'agit donc de Thunderation, un Mine Train Arrow ouvert en 1993. Ah ça, je vous ai bien dit que j'avais gardé le meilleur pour finir. Mais enfin, rassurez-vous, ça aurait pu être encore pire, étant donné que jusqu'à la fin de la saison 2010, le coaster proposait également des nacelles positionnées en marche arrière, donc on aura déjà échappé à ça. Thunderation est donc un coaster long de 921 mètres, haut de 24 mètres et proposant une vitesse de 77 km/h. Oui, 77 km/h sur un Mine Train Arrow, vous avez bien entendu. Oui, parce qu'autant à 40 km/h c'est déjà pas terrible, autant quand on double la vitesse, je vous laisse imaginer le bordel. Ah bah tout de suite quand on se dit que le bousin va à la vitesse de Tonnerre de Zeus première mouture avec tout ce qu'il faut de banking foireux à la Arrow, tout ce qu'il faut de secousses, d'à-coups généreux, de violence et de brutalité, ça fait rêver, c'est sûr. Plus t'avances sur le tracé, plus le train accélère et moins il y a de la régularité dans la dénivelée des hélix et plus tu ramasses. Et alors autant le layout aurait pu être amusant, d'ailleurs il y a une très bonne utilisation du terrain comme pour toutes les attractions du parc, autant les taquets sont si vigoureux que je peux vous dire que contrairement à bon nombre des attractions de Silver Dollar City, on n'en aura pas fait un second tour. Et c'est donc après une bonne pelletée de nouveaux tours de Wildfire, d'Outlaw Run, de Time Traveler et de Powder Keg que s'est terminée notre journée à Silver Dollar City. Un bilan sur le parc, Dubik? Bah je pense pas qu'il y en ait besoin, mais je vais quand même vous en faire un, hein. Silver Dollar City est un endroit absolument magnifique, avec un cadre naturel complètement dingue que le parc s'est approprié comme s'il s'agissait de ne faire qu'un avec son environnement. C'est hyper vivant, il y a des shows de partout et il y a une ambiance qui se dégage de tout ça qui te permet de vraiment t'immerger dans l'univers du lieu. Et un parc où même les enseignes Coca-Cola ont la classe, c'est quand même pas tous les jours qu'on en croise. Je peux vous dire que c'était pas du tout la même salade à Six Flags Saint-Louis la veille. À Silver Dollar City, on a comme l'impression qu'il n'y a rien d'artificiel et que tout est authentique. L'offre se complète parfaitement, toutes les montagnes russes sont très différentes les unes des autres et la grande majorité des attractions qu'on a faites sont des sommités dans leur domaine. C'était vraiment un sans faute, hormis le traditionnel Arrow pourri, et très peu de parcs dans le monde peuvent se vanter d'avoir un line-up pareil. Côté intégration, c'est juste époustouflant, il n'y a pas un backstage visible depuis les allées, chaque attraction semble avoir toujours été là, et tous les éléments techniques pouvant parfois être disgracieux sont camouflés. C'est à se demander si les backstage ne sont pas eux aussi thématisés. Et faire de la théma, c'est une chose, le faire avec goût, c'en est une autre, d'autant plus que Silver Dollar City réussit l'exploit de s'affranchir des habituels clichés du western dans lequel on pourrait penser qu'il s'inscrit de prime abord. Mais dans les faits, le parc aborde des thèmes variés qui évoquent la culture américaine, la culture du Midwest, et pas seulement les lieux communs du western. Le parc donne le sentiment d'être un lieu vraisemblable, un village habité et réel, un lieu qui ne serait pas seulement fantasmé. Silver Dollar City, c'est pas que le train de la mine, c'est pas que le shérif, c'est pas les poncifs des cow-boys et des indiens, il y a parfois de ça, certes, mais ces sujets sont ici très marginaux, parce qu'utiliser des thématiques comme le voyage temporel, la découverte du monde par la cartographie, la création de nouveaux carburants ou l'exploitation de combustible, c'est pas le premier truc qui vient à l'esprit lorsqu'on en vient à penser à la thématique du western. Il s'agit là d'un parc qui m'a émerveillé et qui a encore ravivé un truc en moi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ce que j'ai ressenti pour Silver Dollar City dans un parc d'attractions. J'en suis sorti ému, dérouté, car même si on m'en avait fait des éloges, le parc est parvenu à dépasser toutes ses louanges. Et il est parvenu à me surprendre et à aller au-delà de mes espérances. Il y a tellement de choses à voir, tellement de détails, une telle ambiance que le simple fait de s'y balader est déjà une expérience en soi. Avant même d'avoir fait la moindre attraction, on était déjà sous le charme de ce parc. Il y a quelque chose de magique et d'hypnotique qui s'en dégage. Silver Dollar City, c'est bien simple, c'est un parc qui va au-delà du parc d'attractions. Et localement, c'est une destination extrêmement importante, choyée par les gens du coin. On sent d'ailleurs que les employés sont fiers et contents d'être là. Tout le monde semble vouloir apporter sa pierre à l'édifice. Silver Dollar City est très ancré dans sa région et représente parfaitement la culture du Midwest. On fait difficilement plus américain et plus Midwest que ça, avec la boutique de couteaux pour éventrer des cervidés, Outlaw Run qui honore la loi et les forces de l'ordre, Time Traveler qui met en avant le rêve américain et les grandes décisions qui en découlent, ou encore Fire in the Hole qui nous fait part de l'héroïsme des hommes, de la défense du territoire et du droit de propriété. Ça sent la country et le tabac à chiquer, on est chez les rednecks et on sent que des cousins Elmer qui ne savent pas trop dire si leur sœur et leur cousine, doit y en avoir 2-3 dans cette région des États-Unis.
Mais de fait, c'est un parc qui fait voyager, qui donne à voir encore un aspect différent de la culture américaine, très éloigné de New York ou de la Californie, et qui laisse à comprendre qu'en dehors de Disney et Universal, les Américains savent tout à fait faire autre chose que des parkings à coaster. Et avec ce niveau de détail, de finesse et d'excellence, on se dit qu'il y a pas mal de parcs européens qui devraient en prendre de la graine. Nous n'aurons pas pensé à faire l'indoor boat ride interactif nommé Flooded Mine, mais en même temps, on était tellement à l'affût de pouvoir refaire ce qui nous avait plu qu'on l'aurait probablement zappé. Et nous n'aurons pas non plus fait l'une des attractions majeures de Silver Dollar City, qui nécessite environ 1 heure de visite, qui n'est autre que la Marvel Cave, à savoir l'une des plus grandes salles souterraines des États-Unis, une énorme grotte de 62 mètres sous plafond à laquelle font référence bon nombre des attractions du parc. Une ancienne mine qui était exploitée et dans laquelle on venait extraire du guano et du calcaire. Le guano servant notamment à faire de la poudre à canon et des explosifs, d'où Powder Keg. Apparemment, cette visite vaut vraiment le coup et elle est qui plus est comprise dans le billet d'entrée, mais bon, ça nous fera autre chose à découvrir lorsqu'on reviendra. Parce que nul doute que nous reviendrons à Silver Dollar City, parc qui a été un véritable coup de cœur, je dirais même un véritable chamboulement, et que je considère clairement comme l'un des meilleurs parcs du monde. Il est en tout cas sur mon podium personnel avec Islands of Adventure et Fantasyland, tous trois pour des raisons totalement différentes. Ça y est, il est bel et bien venu le temps de quitter ce parc dont on aura profité jusqu'à la fermeture et au-delà. Et on jettera un dernier regard très ému à Wildfire et Powder Keg, deux attractions absolument excellentes qu'on a déjà hâte de pouvoir retrouver à l'occasion de notre prochaine visite. Alors on embarque en voiture, on met la ceinture, parce que la route sera encore longue avant d'en arriver à notre prochaine destination, car le seul défaut de Silver Dollar City, c'est bien qu'il est situé loin de tout et au milieu de rien. Allez, ce coup-ci c'est la bonne. On laisse donc le soleil se coucher et la pénombre prendre possession du lieu, et on met le contact pour reprendre la route et s'éloigner de Silver Dollar City des étoiles plein les yeux et des papillons partout dans le ventre. C'est donc ça qu'on appelle l'amour? Ah, j'ai vraiment pas trop de doute sur le fait que l'amour ce soit ça, parce que Silver Dollar City m'a vraiment laissé une marque indélébile au plus profond de mon cœur. C'est un parc que j'admire et que j'ai déjà inclus d'ores et déjà dans mon prochain trip US. Et puis en plus de visiter la Marvel Cave, on pourra aussi varier les plaisirs en allant visiter le parc aquatique de Silver Dollar City, à savoir Whitewater, qui nous permettra de barboter et de nous rafraîchir lors des chaudes journées d'été pouvant écraser le Missouri. Même si la végétation est si dense et qu'il y a tellement d'ombre qu'on ne ressent pas la chaleur comme on a pu le ressentir à Six Flags Saint-Louis la veille par exemple. Enfin, je vais pas commencer à faire les comparatifs avec Six Flags Saint-Louis parce qu'alors là on risque de faire une syncope. Sachez par ailleurs que Silver Dollar City a fermé la version de Fire in the Hole que je vous ai présentée dans cette vidéo, étant donné que le bâtiment dans lequel elle se trouvait n'était plus du tout aux normes. L'attraction a donc été déplacée et a été reprise par RMC qui a livré un ride tout beau tout neuf avec un tracé calqué sur l'ancienne version. Les décors ont été rafraîchis et modernisés pour un rendu très apprécié par la majorité des visiteurs, donc c'est à coup sûr une nouvelle version digne d'intérêt qu'on sera heureux de pouvoir rider. Et pour les plus nostalgiques d'entre vous, sachez que vous pouvez retrouver l'esprit Fire in the Hole ancienne version à Dollywood, puisque là-bas se trouve Blazing Fury qui est un coaster très proche de celui fermé à Silver Dollar City. Prévoyez néanmoins un budget pour visiter Silver Dollar City parce que le groupe qui détient le parc, à savoir Airshend, est tout à fait conscient de la qualité de son produit et le parc est donc considéré comme une destination premium. Il faut donc savoir que votre entrée vous coûtera une centaine de dollars même en prenant votre billet en avance et en ligne, et que le fait de rester 2 jours sur place ne vous coûtera qu'une vingtaine de dollars de plus. D'ailleurs, vous l'avez vu, le pass annuel coûtait au moment de notre visite 165 dollars. Maintenant, il tourne plus aux alentours des 175 dollars, ce qui reste quand même très peu cher par rapport à une entrée sèche, ce qui nous fait dire que la politique tarifaire du parc tend plutôt à privilégier les séjours prolongés. Et vu la qualité globale de Silver Dollar City, eh bien ça peut tout à fait s'envisager de rester un peu plus longtemps. Il y a des parcs comme celui-là pour lesquels je suis prêt à mettre le prix et qui proposent une telle prestation que je suis moins enclin à regarder à la dépense. Je me dis d'ailleurs que ça ne fait que récompenser le travail des équipes de Silver Dollar City qui charbonnent très très fort pour que cette destination soit une destination hors norme. Et oui, c'est le cas, c'est hors norme. Silver Dollar City, aussi paumé soit-il, c'est plus de 2,2 millions de visiteurs annuels, ce qui ne fait que contrer l'argument selon lequel, eh bien, un parc loin de tout ne pourra jamais attirer de visiteurs. Faux, à partir du moment où t'es suffisamment qualitatif pour que les visiteurs fassent l'effort de venir jusqu'à toi et de faire les kilomètres, de 1, eh bien, t'as tout compris, et de 2, eh bien, t'as tout gagné. Parce que je veux bien qu'on me dise que Branson est un lieu de vacances à lui seul, mais entre Branson et le parc, je sais pas qui profite le plus l'un de l'autre. Toujours est-il que s'il y a une petite liste de parcs que vous devez visiter dans votre vie, Silver Dollar City doit absolument figurer dessus. C'est une destination certes difficile d'accès, mais c'est une telle pièce maîtresse du monde parconautique que vous ne pouvez pas faire l'impasse dessus. Prévoyez au moins d'y aller une fois dans votre vie. Nul doute que vous en ressortirez avec un regard différent quant à votre appréciation des parcs d'attractions, et malheureusement pour d'autres destinations, nul doute que vous en ressortirez
sortirez avec un curseur d'exigence quelque peu surélevé. Ce qui est sûr, c'est que ce parc fera exploser votre curseur d'éblouissement et que vous en repartirez non sans ressentir une certaine émotion et avec une nécessité d'avoir un peu de temps pour vous pour digérer ce que vous viendrez d'expérimenter. Il est temps de clôturer cette vidéo consacrée à Silver Dollar City, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et pour tout le monde, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, ça m'aidera beaucoup et ça me fera grandement plaisir. Dans la prochaine vidéo les petits potes, nous quitterons le Missouri pour nous rendre dans le Kentucky à 8 heures de bagnole de là afin d'y visiter Kentucky Kingdom, un parc alors récemment acheté par le groupe Hershend détenant notamment Silver Dollar City. Et jusqu'à cette vidéo consacrée à notre visite de Kentucky Kingdom, eh bien comme d'habitude les petits potes, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao! Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming.